Bonjour Cédric. Bonjour. Alors, je suis très heureuse de te recevoir sur ce podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'explorer vraiment sur Où est le beau, mais qui, en fait, est entièrement lié avec toutes les questions qu'on se pose sur ce podcast. C'est le sujet de l'énergie. Alors, peut-être qu'on l'avait pas abordé aussi parce que, a priori, c'est pas un sujet qui est hyper sexy. C'est aussi hyper complexe. Et vous le savez, alors moi, je suis ni ingénieur ni spécialiste et je crois que c'est important quand même aujourd'hui d'avoir des ordres de grandeur sur ce sujet parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais énormément d'objets qu'on utilise aujourd'hui tous les jours fonctionnent grâce à l'électricité. Et puis au-delà des objets, même nos actes du quotidien, voilà, l'énergie elle est toujours là, mais c'est assez invisible en fait. Et avec les changes qui sont les nôtres aujourd'hui, on peut pas faire l'impasse de comprendre un peu ce sujet. Et toi, Cédric, tu vas être un peu notre guide dans cette conversation. Donc toi, tu es designer. Moi, je t'ai découvert grâce à Rebecca et Elodie de Hors Studio qui t'avaient passé gentiment le relais. Aujourd'hui, tu es investi dans de très nombreux projets qui touchent tous cette question de la transition énergétique. Donc toi, tu fais aussi de la recherche, tu animes des ateliers, tu as écrit des livres, on t'entend beaucoup ici dans les médias. Tu crois au collectif, au low-tech et en même temps, il y a cette question quand même de passer à l'échelle, d'avoir un impact plus large et ça passe aussi et surtout par la vulgarisation un peu de ces sujets parce qu'on est tous concernés, on peut tous agir, faire quelque chose. Donc si tu le veux bien, tu vas nous aider à rattraper un peu le retard qu'on aurait pu prendre sur ce sujet et à nous donner un peu des clés de lecture et je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, vous ne verrez plus les choses comme avant. Et détrompez-vous, on n'oublie pas le beau dans tout ça parce que donc toi, tu es déterminé à changer notre quotidien pour qu'il soit aussi plus frugal, plus en lien avec les ressources disponibles de notre planète et que le beau, la désirabilité des choses, elle soit pas mise de côté. Au contraire, tu portes une vision hyper désirable du design, de l'art de vivre et c'est une beauté qui est un peu conjuguée au bon sens en fait. Enfin, je laisserai les auditeurs se faire leur propre avis pendant cette conversation. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, pour l'enregistrement de cet épisode, tu m'accueilles à l'atelier 21. On est à Paris, dans le 13e arrondissement. C'est une association que tu as cofondée. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Mais avant, pour commencer, moi, j'ai deux petites questions. Alors, tu réponds un peu dans l'ordre que tu veux, mais en tout cas, pour qu'on puisse comprendre un peu qui tu es et d'où tu nous parles. Toi, ça fait 20 ans que tu as compris que le rythme de consommation d'énergie était déconnecté du rythme de la planète, des ressources disponibles, etc. Comment ça a commencé, en fait, cet engagement, ton déclic? Et après que tu nous dises aussi ce qui est important de savoir sur toi, tu vois, pour savoir de quelle fenêtre un peu tu regardes le monde aujourd'hui. Alors, par où commencer ? Merci déjà pour l'invitation et pour me donner l'occasion d'encore une fois essayer d'expliquer tout ça. Alors, d'où ça vient ? Je crois que ça vient de plusieurs choses. Ça vient des rencontres, en fait. Et j'ai grandi dans un contexte avec des gens qui savaient un peu ce que c'était l'énergie, donc forcément ça aide un petit peu, avec des gens qui étaient particulièrement sensibles à la réparabilité des objets. Ouais. Déjà, il y a bien longtemps. Donc, en lien avec des objets, le garder, en fait. Voilà. Moi, j'ai découvert aussi tout le beau et les meubles à travers des visions d'antiquaires et de gens qui rénovent, qui redonnent une vie, en fait, à des objets, qui essayent de la prolonger, qui respectent l'histoire des objets, etc. Et donc, je me suis souvent penché sur l'histoire des objets, en fait, depuis très, très jeune. J'ai commencé, je crois, à chiner... quand j'avais 10 ans, je crois, un truc comme ça, et on chinait à l'époque avec 10 francs français en poche, et on achetait des trucs que même les marchands à qui on achetait, ils se demandaient comment des enfants aussi jeunes comprenaient autant de trucs sur comment reconnaître un bronze, comment reconnaître un bois, parce que voilà, j'étais capable de reconnaître les veinages des bois, et puis... Mais ça, c'était tes parents, c'était tes grands-parents? C'est un contexte familial, en fait, okay. Voilà. Des oncles, mon père aussi, grand passionné d'antiquité, etc. Et ça donne assez vite, en fait, une idée de la durabilité, de la question de la durabilité et du fait que, avant, on faisait des trucs qui étaient solides. Et puis, tiens, d'un seul coup, il y a... Dans l'histoire des objets, il y a un virage qui se fait, voilà, avec l'apparition du plastique, de chaînes de fabrication, voilà, qui partent au-delà des frontières, une sorte de réorganisation un peu du commerce international et tout. Puis là, en fait, on voit une autre manière de faire, en fait, une autre qualité apparaître, etc. Et ça, je l'ai compris assez vite par ça, en fait, par l'Antiquité, par l'histoire. Après, ces choses-là s'imposent dans le décor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît normal d'acheter une chaise 10 €, quoi, d'acheter un pull 4 € et puis un jean 12 €, quoi. Et puis, en fait, on est un peu déconnecté de la réalité cachés, en fait. Manufacturière, en fait, déjà des objets, des coûts cachés, de qui travaille derrière, etc. Bon, alors il se trouve que je dirais que ces 15 dernières années, il y a quand même un éveil de beaucoup de gens, de consommateurs, d'entreprises, certainement de responsables politiques, j'espère, sur où sont fabriquées les choses, d'où elles viennent, qu'est-ce qui se cache derrière l'objet, etc., ce qu'est l'énergie grise, etc., l'obsolescence programmée.
tous ces concepts-là, en fait, il y a 20 ans, quand moi j'avais vraiment les mains sous le capot et que j'étais là en train d'essayer d'alerter, qu'en face de moi, je me retrouvais un peu face à des murs. Aujourd'hui, voilà, en fait, 20 ans, c'est petit, en fait, à l'échelle c'est grand à l'échelle d'une vie, mais c'est petit à l'échelle de l'histoire des techniques et de l'histoire des objets. Et finalement, ça a été très vite, en fait. Ouais. Mais et alors, toi, quel a été ton déclic à 20 ans ? D'où est venu cet engagement ? Comment comment t'as compris ? Alors, je suis designer, j'ai passé un diplôme où à l'époque, je devais faire un Erasmus à l'époque et je suis allé voir mon directeur en disant moi je veux partir en fait à Dakar parce qu'il y avait des designers africains qui organisaient la première grande expo de design ouest africain. Okay. Et je voulais absolument être là, voir, rencontrer ces gens, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une frugalité qui était déjà apparente. L'idée de recycler, de réparer, d'upcycler, etc. Et donc j'ai réussi à convaincre mon directeur de faire un Erasmus qui n'en était pas un. Voilà. Donc je suis parti là-bas, c'était une très belle expérience. Et quand je suis sorti de l'école, j'avais le sentiment qu'il fallait que je continue à me former, parce que c'était un peu le début d'un truc. Ah ouais. Je suis parti à Lausanne et j'ai continué à me former. Donc plein de belles rencontres en fait aussi à l'EPFL. Alors l'EPFL, c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Okay. Et puis, notamment, une très, très belle rencontre avec Martine Rebettet, à un moment donné, où, du coup, moi, je suis scénographe d'une exposition sur les changements climatiques. Et Martine Rebettet, c'est une membre du GIEC, déjà à l'époque. Et là, je la rencontre, comme on se rencontre aujourd'hui, avec des papiers et des PowerPoint et des trucs. Et Martine nous explique les changements climatiques, l'accélération des événements extrêmes, les dérèglements en cours, déjà en cours. Hein. Donc ça, c'était C'était en 2001. D'accord. C'était en 2001 et là je prends donc déjà je suis un peu fâché avec l'état de la planète et là je prends vraiment une claque, un truc qui va me marquer je crois à vie et j'étais parti dans cette direction-là mais là ça a vraiment marqué au fer rouge et après du coup je me suis vraiment mis en tête non pas de créer des objets mais de créer des dynamiques collectives pour essayer de faire comprendre et essayer de trouver des solutions ensemble. Donc c'est vraiment ça le but qui se cache derrière ces espèces de prise de conscience un peu sous le choc. J'ai fait ma crise d'éco-anxiété il y a longtemps et j'ai donc essayé de mobiliser cette crise-là, en fait, cette anxiété-là, à travers des actions et de façon collective. Collective et positive aussi. Exactement, c'est important de positiver tout ça. Et voilà. Moi, je pose un regard de designer sur les choses, donc justement sur cette définition du beau. En fait, pour moi, le beau, il est caché derrière. En fait, aujourd'hui, il est pas apparent. On est tous capables de faire du beau, le dessin, le design, etc. Voilà, cet apparat, en fait, il est facile, en fait. Et c'est là que la difficulté commence. C'est quand on essaye de faire du beau et qu'on décortique derrière. D'où ça vient ? Qui l'a fait ? Est-ce que je fais du bien quand je vends cet objet à quelqu'un ? Est-ce qu'il va l'emporter avec lui ? Est-ce qu'il va pouvoir le réparer ? Est-ce que c'est honnête, en fait, notre relation ? Et pour moi, c'est ça qui est beau. C'est aussi le geste de fabriquer en toute conscience, dans une volonté où le design, il apporte quelque chose. Il résout, il soigne, il prend soin, en fait. Parce qu'en fait, ce que tu dis aussi, c'est que du coup, toute cette beauté qu'on a vue, etc., elle a un prix pour la planète. Et c'est la planète en grande partie aujourd'hui qui paye. Et comment, en fait, aujourd'hui, on peut faire pour que... une nouvelle définition un petit peu du beau émerge, dans le sens où, en tant que consommateur aussi, on soit sensible, tu vois, à ça. Aujourd'hui, le digital, en fait, c'est ça là aussi pour moi la grande révolution. À chaque fois, on dit bien sûr, il y a des impacts, voilà, mais il y a aussi cette capacité-là à juger à plusieurs et en fait à partager des données et à sanctionner en fait. Et on le voit, Yuka a fait changer carrément des compositions de produits. C'est, je crois, une des applications les plus téléchargées de France. Nous, c'est pour ça on s'est dit on va faire le Yuka des batteries en fait. Donc on a commencé par les piles alcalines, on est en train de faire les piles rechargeables, on est en train de faire les piles boutons qu'on met dans les appareils auditifs. Et puis demain on va faire les autres batteries et on va juger à plusieurs en fait. On va dataloguer, on va faire de la data en temps réel des batteries et ça va permettre d'y voir plus clair en fait et d'afficher ce qui se cache derrière en fait quoi. Quelle est la plus belle des batteries ? C'est pas celle qui a le plus bel emballage, c'est celle qui va durer le plus longtemps. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer donc ce dont tu parles, c'est Regenbox en fait. C'est ça. Et c'est un projet où en fait vous êtes aperçu que les piles qui aujourd'hui, sont vendues comme étant non rechargeables, le sont en fait. C'est ça. On a. Alors, si je rembobine un petit peu en fait, au sein de l'atelier 21, on a monté un projet lors de la COP 21. Sur la question des brevets énergétiques. On s'est dit, voilà, c'est une ressource qui est complètement éparpillée, il y a des choses qui ont disparu, qui n'ont pas été relevées,
Et donc, on s'est dit, il faut qu'on récolte tout ça sous forme d'un site internet. Et donc, on récolte depuis 2015 plein d'inventions, plein d'inventeurs. Donc en fait, vous êtes une communauté de personnes, chercheurs, etc. Et vous allez dénicher des brevets qui ont été un peu, qui sont tombés aux oubliettes. Voilà. Et donc du coup, vous êtes dit, au lieu aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, on est vraiment dans ce truc où on va vouloir réinventer un peu les choses, aller chercher, inventer des nouveaux procédés, des nouveaux. Et vous vous dites, attendez, il y a peut-être des gens qui, avant nous, avaient des super idées, etc. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont tombées dans le domaine public. Allons jeter un œil et vous mettez tout ça en open source aujourd'hui et à disposition de tout le monde. C'est le lien entre le domaine public, donc plein de brevets qui tombent dans le domaine public et donc dans le bien commun. Ouais. Et l'open source aussi qui vient de cette culture digitale en fait, où il y a une capacité de partage qui est très rapide, immense, et une capacité de bosser ensemble. Voilà, les Fab Labs en sont un exemple, la production partagée aussi. Donc il y a aussi une accélération en fait de cette capacité à partager du design en fait. Avant chacun faisait son design et puis même maintenant il y a des banques de données immenses de design, de produits, de trucs imprimés en 3D, de fichiers 3D même. Tu trouves tout aujourd'hui. Hein. Et en fait nous on est persuadés que si on arrive à trouver les modèles économiques qu'on peut poser sur l'open source, eh bien on peut ouvrir cette boîte de Pandore et générer des métiers, de la valeur, etc. L'idée, voilà, c'est de trouver l'articulation, la bonne articulation pour, comme ce qu'on fait avec le brevet Regenbox, qui est donc un brevet qu'on a retrouvé des années 80. Alors voilà, qui donc sur les piles. Voilà, qui permet de recharger les piles alcalines, qui sont dites à usage unique, sur lesquelles c'est marqué ne pas recharger. Mais c'est fou cette histoire. Parce que moi, du coup, quand j'ai fait mes recherches là, pour cette interview, etc., quand je regardais des interviews de toi expliquer ça, je me dis, mais attends, moi, ça fait je sais pas combien d'années qu'on met des piles, ces piles usagées. Alors, du coup, en plus, on peut pas les jeter, donc il y a tout un système de récupération, etc. Mais en fait, c'est un déchet toxique. C'est un déchet hyper toxique. Et au lieu de l'utiliser du coup une fois, on aurait pu chaque pile les réutiliser combien de fois peut-être. Alors, le brevet original mis au point par Karl Kordesch dans les années 70 permettait de recharger jusqu'à 25 fois les piles alcalines. Mais c'est énorme. C'est beaucoup. Alors, par rapport à une pile rechargeable qui fait plus de cycles, c'est petit, mais par rapport au fait de l'utiliser qu'une fois, c'est déjà beaucoup, en fait. On est d'accord. Et donc, nous-mêmes, on a trouvé ce brevet, on était un peu choqués. Donc, dans l'histoire, il y en a eu d'autres qui l'ont fait, en fait. Puis ça n'a jamais pris. Mais nous, on a décidé de faire une communauté. Et donc, on a fait un appareil qui se soude soi-même, typiquement orienté un peu Fab Lab, école d'ingénieurs, etc. Mais donc, c'est un truc quand même assez simple. C'est tout simple, c'est de la micropulsion électrique. Okay. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer du courant en continu dedans, t'envoies des pulses, en fait, des pulsations espacées à une certaine fréquence. C'est un peu comme si tu essayais de boire 25 litres d'eau d'un coup ou si tu bois verre par verre. Voilà. En fait, la pile alcaline, elle peut pas boire 25 litres d'eau d'un seul coup en continu. Comme une pile rechargeable, peut-être. Voilà, elle a besoin de déglutir à chaque fois. Voilà. Et donc, tac, c'est micropulsion sur micropulsion et ça lui permet de retrouver une capacité à redonner de l'énergie après. Et donc, on s'est dit, c'est tellement fou qu'il faut qu'on fasse une communauté et qu'on teste. Et donc, on a équipé notre appareil, en plus de faire de la micropulsion, en fait, il fait du data logging, il enregistre les données de la pile. C'est-à-dire que quand on va la décharger, après, on peut lui donner un ordre de la recharger, puis de la redécharger quand elle atteint une certaine tension. Et donc, on va comme ça faire des cycles automatisés et donc vérifier en fait ce qui sort de la batterie. Donc c'est ce qu'on voit affiché là-bas dans notre atelier. On voit plein de courbes comme ça qui ont été exhumées, qui ont été faites par une grande communauté. On a testé 50 piles du marché, plus de 10 fois par pile. Voilà, pour avoir des statistiques qui tiennent. Et effectivement, déjà, alors toutes les piles du marché sont régénérables. Mais en plus, on a une donnée qui est assez intéressante, c'est justement la capacité de ces piles, sans parler de les régénérer, en fait, juste quand toi, tu l'utilises dans un appareil comme cet appareil qui utilise des piles et qui nous enregistre, ou la lampe dans ton vélo, tu vas vouloir acheter la meilleure pile en fait, du marché. C'est qui va durer le plus longtemps pour la première utilisation. C'est ça, le meilleur rapport qualité-prix. Aujourd'hui, on est capable de te le dire alors que les fabricants ne l'affichent pas. En fait. Et c'est pas marqué sur l'étiquette comme tu as le prix au kilo pour le beurre, pour le lait ou pour autre chose. Il n'y a pas de transparence là-dessus. Il n'y a pas de transparence. En fait, nous, du coup, on apporte cette transparence-là. Donc, on va, dans l'année, sortir une petite application, une page web, en fait, très facile à télécharger. Tu te rends sur ce site
Et puis, ça te donne accès en fait à ces résultats de manière très vulgarisée. Voilà. Okay. Donc ça s'appelle Regenbox. Regenbox, voilà. Okay. Et c'est un projet vraiment fou. Et c'est le début d'un truc, parce que là, les piles alcalines, c'est un sujet. Mais les piles rechargeables, demain, on va tester les piles rechargeables et on va te dire laquelle est la mieux. Ça doit intéresser plein de monde aujourd'hui. Vous devez être intéressé et puis je pense peut-être aussi dérangé, je sais pas. Non, pas du tout. Le projet, il fait un peu l'effet d'une bombe, honnêtement. Aujourd'hui, il y a une telle conscience écologique qu'on se dit, ah bah oui, parce que en fait, si tu veux, la pile LR6 et LR3, toutes ces piles qu'on utilise dans plein de... On a l'impression qu'on n'en utilise plus alors que c'est en augmentation. Bah ouais, déjà. Pour moi, je dis que c'est souvent sournois parce qu'en fait, on connaît ça depuis qu'on est petit, donc on a l'impression qu'en fait, c'est un déchet qui est géré et tout. En fait, en France, sur 33 000 tonnes, on n'en récolte que 45%. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 15 000 tonnes annuelles qui partent en incinération ou en enfouissement. Donc ça veut dire qu'au final, ça va polluer notre eau, que c'est des métaux lourds, que ça rigole pas, que ça reste un déchet toxique. C'est pas parce qu'il est produit en grande quantité qu'on en consomme tout plein que le problème est résolu. Et aujourd'hui, on le partage avec beaucoup de Fab Labs et d'écoles d'ingénieurs en Afrique. Et on a des réactions très fortes parce que, entre autres, on s'est aperçu que le prix de la pile était le même en France qu'au Sénégal. Sauf que le pouvoir d'achat n'est pas le même. Les filières de recyclage aussi sont pas aussi bien installées, même si chez nous, c'est pas non plus la fête. Et donc, il y a une résonance qui est forte avec beaucoup de pays. Et en fait, ça concerne juste tout le monde, enfin toute la planète, quoi, en fait. Ouais, c'est un marché qui est immense. C'est le kilowattheure le plus cher existant au monde. Les piles ? Bah oui, parce que on te dit, voilà, c'est des milliampères-heure. Mais si tu transposes en kilowattheure, comme ta facture à la maison pour l'électricité, tu es entre 300 et 400 euros le kilowattheure. Sachant qu'on le paye 20 centimes d'euros, nous, à la maison. On a un prix qui est exorbitant sur un tout petit appareil qui te fournit une petite énergie pendant pas longtemps et sur lequel on n'a aucune transparence, on n'a pas de visibilité sur sa qualité. Et bien nous, voilà, on a établi un contrôle qualité collaboratif à plusieurs qui utilise bien sûr l'intelligence aujourd'hui, le digital et la data pour en faire quelque chose qui, demain, nous rendra plus efficaces sur les piles, parce qu'on va pas arrêter du jour au lendemain, il faut pas se leurrer. On est à fond sur une génération système embarqué avec de l'énergie partout, etc., des capteurs, tout ça. Donc l'idée, c'est de prendre en main ce sujet-là et puis d'essayer d'en faire quelque chose de plus efficace possible. Voilà. Donc, plus efficace possible et puis aussi de sensibiliser, parce que si tu veux, tous ces sujets, c'est aussi ça, c'est quand tu sais pas, tu peux pas soit faire autrement, soit voilà, et donner la possibilité aussi aux consommateurs de faire autrement. Déjà, en fait, c'est énorme, et puis de pouvoir se renseigner, de savoir qu'en fait sur Internet, il y a plein de sites qui partagent l'information, que c'est gratuit et qu'il suffit juste, de connaître le truc et puis de pouvoir juste changer en fait ton mode de consommation ou ta façon de faire, quoi. Et ça a un impact tout de suite maintenant. Tu as besoin de personne d'autre pour mettre en place ça en fait dans ton quotidien, et ça c'est grâce à des gens comme vous qui vous faites tout ce boulot pour qu'en fait après nous on puisse se saisir de ça. C'est juste génial. C'est parce que aussi ça fait longtemps qu'on réfléchit à essayer de trouver où est-ce qu'on peut agir avec notre capacité d'action qui est relativement limitée, mais qui est peut-être on n'a pas de pétrole mais on a des idées, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi c'est mieux d'ailleurs, tu vois, finalement. Oui, parce que bientôt il y en aura de moins en moins. Donc voilà, c'est plutôt. Faut se poser les bonnes questions aujourd'hui, je crois. C'est le moment ou jamais. Et nous d'ailleurs, on a une idée, c'est de faire les journées du patrimoine sur la question des énergies renouvelables et donc de répertorier où sont des éoliennes, des béliers hydrauliques, tout un patrimoine comme ça qu'on pourrait lister et surtout ne pas oublier. Ouais, et puis visiter, revaloriser. Voilà. Et nous-mêmes, on rencontre des gens qui nous sollicitent pour nous remettre des collections d'objets, d'archives, etc. Des gens qui ont collectionné toute leur vie, qui héritent aussi d'un certain patrimoine, que ce soit sur les histoires de mobilité électrique. Il y a des gens qui aujourd'hui nous proposent de recueillir des fonds d'archives. Et donc c'est pour ça qu'on a l'idée de faire un rétro-futur muséum ici dans le 13e, qu'on espère ouvrir à un moment donné. Mais d'ailleurs, je t'invite à découvrir ça. On a fait un musée virtuel en fait de ça. On a refait des 3D de l'imprimante solaire de Mouchot. Ça n'avait jamais été fait. Donc elle est animée. On a créé des audios. Voilà, il y a des supports audio. On remet les choses dans l'ambiance. Donc on a travaillé à refaire vivre ces inventions avec du contexte, avec
de la matière visuelle et sonore. Et alors là, si on veut du coup se rendre et découvrir cette exposition virtuelle, où est-ce qu'on va sur Internet? On tape quoi? Alors c'est un peu une avant-première que je vous annonce là parce qu'on l'a pas mis en ligne. Pour l'instant, c'est encore un prototype. On est en train aussi de tester des réalités augmentées. Et on pourra le voir sinon sur Atelier 21. Le jour où ça sortira, il faudra qu'on se rende sur votre site. Atelier21.org, ça c'est le grand site. Et puis il y a paléo-énergétique.org, ça c'est le site pour justement tout ce qui concerne la paléo-énergie. Okay. Et voilà, on est très heureux de refaire vivre cet immense patrimoine industriel un peu oublié. Bah oui, parce qu'en fait, tu vois, là, ça me fait penser à tout ça aussi. Peut-être qu'on l'a pas à l'esprit, que ça mobilise pas, ça intéresse pas suffisamment de gens, parce qu'en fait, c'est un peu invisible. Enfin, tu vois, on n'a pas trop de... Bah voilà, quand on va dans des musées aujourd'hui, ça y est, enfin, il y a pas, on voit pas ça. Non, si tu veux, ça ne fait pas partie de notre réalité en fait. Ça s'enfouit dans des couches, et c'était pas notre préoccupation jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, nous, on pose un regard sur les archives en disant qu'est-ce qu'on peut utiliser pour servir la transition écologique. Et du coup, on sort des choses sur les matériaux, on sort des choses sur l'énergie, sur l'agriculture, et des fois aussi d'innovation sociale, sur les usages énergétiques. On expose justement tout un travail qu'on fait depuis quelques années avec beaucoup d'étudiants en design des écoles de design françaises sur la précarité énergétique. Ça s'appelle Act for Energy. Il y a une page dédiée sur l'Atelier 21 et en fait, on mène des workshops dans les écoles de design. On parle de précarité énergétique et on trouve des tips, on fabrique des tutos, on fait du design énergétique en fait à base de kotatsu inspiré des Japonais, à base de marmites norvégiennes qui sont des systèmes de cuisson lente, beaucoup utilisés pendant les 2 grandes guerres. Et on exhume tout ce patrimoine, on fait des tutos, on réactualise avec des designers d'aujourd'hui. Et surtout, on a aussi dans les écoles de design en France aujourd'hui et chez les étudiants, des étudiants qui sont précaires et qui sont précaires énergétiquement et qui des fois trouvent des solutions pour eux-mêmes en fait et puis pour les copains parce que du coup ils font des tutos avec tout ça. Mais on rencontre des étudiants qui ont des fenêtres cassées, qui se chauffent pas, qui ont des moisissures chez eux. Et nous, ça nous paraît évident que si on fait des ateliers dans les écoles de design, et en fait on essaye d'améliorer la situation et de repartir un peu plus fort de tout ça. Et on a des super retours des jeunes designers, quoi. Aujourd'hui, il y a une appétence pour l'engagement, en fait, dans la conception et dans le design. C'est vraiment un truc super visible, en fait. Visible. Et puis en plus, tu vois, si on peut retrouver du coup tout ça sur YouTube et tout ça, en fait, cette précarité, elle concerne des étudiants en design, parce qu'en particulier, c'est à eux que tu t'adresses, mais en fait, elle concerne... pas que malheureusement. À un moment donné, en fait, aujourd'hui, on hérite de choix qui ont été faits il y a très longtemps. On hérite de normes qui ont été faites il y a très longtemps. Et donc aujourd'hui, en fait, il faut aussi pouvoir bousculer ça pour aller vite et réagir en fait face aux enjeux contemporains. Et donc souvent, on est en tant que designer, on veut aller vite, mais on est un peu frustré par tout ça, mais il y a des terrains exploratoires et on peut expérimenter un certain nombre de choses. C'est tout à fait possible. Et alors toi, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, le rôle du designer évolue? Tu vois, qu'est-ce qui... Mais complètement. Pour ne reprendre que la citation de M. Tiblou qui parle de fabrique des génies solitaires, tu vois, donc qui parle des artistes et des designers. Et je crois que je m'entends tout à fait bien avec cette vision. Il faut aujourd'hui jouer collectif. On le voit aussi, même dans les designers, c'est le collectif aujourd'hui qui... On va pas les citer tous, mais voilà, c'est eux qui sortent du lot, quoi, parce qu'il y a un truc, il y a une énergie, il y a une pensée plus complexe, il y a un truc qui sort en fait du lot dans le collectif de design. Aujourd'hui, je suis 2 designers... Jean Dard et Victor Campion, ils vont passer leur diplôme ensemble. Donc, ils font un diplôme groupé. Voilà. Aujourd'hui, c'est possible. Tu passes à 2 ton diplôme, en fait. C'est des designers avec qui on travaille. Notamment, on a travaillé avec eux sur un très beau projet où on a, sur demande de l'ITC, International Trade Center, et qui est un organisme de l'ONU, on a fait un container pédagogique ici à Montreuil, qui va être dupliqué à l'école des arts et métiers de Conakry, donc une école d'ingénieurs qui est basée en Guinée. Okay. Ce conteneur, il regroupe beaucoup d'activités de l'Atelier 21, beaucoup de programmes de recherche comme la paléo-énergie, comme Regenbox. C'est un conteneur autonome équipé de plusieurs éoliennes, 2 panneaux solaires. C'est une sorte de conteneur école, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une sorte de boîte à outils conteneur école
dans lequel on met tout ce qu'on développe à l'Atelier 21 depuis une vingtaine d'années. Ouais. Ce qui a intéressé, je crois, l'ONU dans ce projet, c'est que c'est pas un projet qui est figé, quoi. Oui, c'est un projet qui continue, qui est dans l'interaction, qui aujourd'hui, le paléo-énergie est traduit déjà en arabe, japonais, allemand, espagnol. On veut faire le chinois, donc on est sur la traduction chinoise. Regenbox, pareil, c'est déjà en plusieurs langues, mais on veut continuer à traduire, à partager. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on partage à l'échelle internationale, ça nous revient aussi. C'est-à-dire qu'il y a des améliorations qui sont faites de nos travaux et qui nous reviennent. Chacun rajoute sa graine et en fait... Ça nourrit, en fait. Ça nourrit. Et c'est comme ça que l'intelligence collective s'exprime le mieux. C'est que chacun rapporte une brique et qu'à la fin, on a construit quelque chose qui ressemble à une pyramide. Toi, parfois, tu te définis comme un designer-chercheur. Est-ce que ce côté d'être davantage chercheur et peut-être aussi créer davantage des liens avec aujourd'hui des spécialités ou des domaines un peu plus techniques, ingénieurs, scientifiques qui ne se parlent pas trop aujourd'hui avec le monde du design, c'est des choses qui sont vachement intéressantes parce que un designer va pouvoir traduire, va pouvoir essayer de faire le lien et l'amener jusqu'au consommateur par un design, par une fonctionnalité un peu différente. En fait, tout ce problème, je trouve, moi, de l'énergie et de la consommation de l'énergie, c'est aussi qu'en fait, c'est invisible. Enfin, tu vois, dans le sens où nous, on appuie sur un bouton et puis basta. Enfin, tu vois, on se pose pas vraiment la question d'où ça vient, etc. Et peut-être qu'aussi, pour nous aider un petit peu à prendre conscience de tout ça et puis du coup à agir un petit peu, quand j'utilise quelque chose, si je vois la consommation d'énergie, à un moment donné dans le design de mon truc, peut-être que tu vois, ça peut nous aider. Enfin, je pense à des choses comme ça, mais après, ça peut être aussi chercheur dans bien d'autres domaines parce qu'il y a peut-être des ponts qui se font pas aujourd'hui parce que c'est des gens qui sont très, très spécialistes de trucs et parce que tout est complexe un peu, tu vois, donc... je dirais qu'il faut prendre le temps de la complexité. On est face à un monde qui est complexe, donc on ne peut pas résumer les choses en 10 minutes. Aujourd'hui, on te demande de faire des interventions. Alors voilà, vous avez 3 minutes pour résumer 5 ans de travail. Eh ben non, les mecs, en fait. Des fois, moi, je refuse de me prêter à l'exercice parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du chapeau, on appauvrit. Regardez l'information telle qu'on la consomme aujourd'hui, c'est que des brèves, de brèves, de brèves, de brèves, de brèves. Mais à force d'abréger, à la fin, on va plus parler, en fait. On n'aura que des voyelles, en fait, et puis ça va ressembler à rien. Il y a quand même des théories sur le langage, l'appauvrissement du langage, etc., face à la complexité du monde. Nous, on dit qu'il faut plutôt inventer des mots. C'est plutôt l'inverse, en fait. Donc, ouais, il faut synthétiser, mais il faut faire attention à ça aussi, parce que, du coup, il faut, je crois, à un moment donné, prendre le temps, quoi. Prendre le temps de la recherche, prendre le temps long de l'expérimentation. Et puis aller discuter avec, tu vois, toi, là, l'expérience que tu as fait au début en Suisse, etc., d'aller parler avec tous ces gens qui n'étaient pas du tout dans ton domaine. Moi, j'ai pris... Ça t'a nourri énormément. J'ai été patient. Souvent, les gens nous disent « Mais comment vous faites pour faire tout ça ?» Mais c'est parce que c'est des chantiers, en fait, qu'on a entrepris il y a un moment et qu'on les a jamais lâchés et que, en fait, on ne travaille pas, on œuvre. Il y a des enjeux de taille et donc... j'ai envie de dire, plus on sera nombreux à les prendre en main et mieux on va tous en sortir. Cette façon que vous avez dans tous tes projets, parce que là, tu vois, j'aimerais qu'on aborde le Solar Sound System, quand même de lier ce truc, ces problématiques qui sont graves, etc., et on en a parlé, avec quand même une idée un peu de fête ou de choses qui nous font plaisir, parce que je crois quand même que ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Mais je crois que si on est là 20 ans après, c'est parce qu'on a beaucoup fait la fête. Et puis, parce que je pense qu'aussi, dans tout ce que vous faites, même si c'est des sujets qui sont quand même complexes et un peu graves, il y a cette idée de plaisir, parce que vous êtes dans le partage, vous êtes dans le lien, et il est là aussi là, en fait, le beau. Bien sûr. Dans toutes ces rencontres, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le Solar Sound System, s'il te plaît ? On était à l'époque des rave parties, etc. Toi, t'es passionné de musique ? Moi, je suis un grand mélomane, passionné de musique, et à l'époque, je comprends qu'en fait, on peut faire de l'autonomie avec des sound systems en utilisant des panneaux solaires et des vélos générateurs. Donc, en fait, on peut être complètement déconnecté du réseau, faire une fête dans la forêt, sur une plage, au milieu d'une place publique, etc., sans forcément de prise. Et c'est de la musique amplifiée très puissante qu'on peut faire pendant des heures. Et donc, on utilise les énergies en présence, le soleil, quand il y en a. On a un peu de stockage d'énergie aussi. Et puis, il y a l'énergie des gens qui pédalent, voilà. Et ça fonctionne très bien parce que, voilà, dans toutes les fêtes qu'on a fait, il y a tout le temps eu des gens qui ont voulu pédaler pour alimenter le DJ ou la DJette.
Ce que je disais, c'est que en fait, je pense que 20 ans plus tard, on est toujours là parce qu'aussi on a beaucoup fait la fête tous ensemble et que du coup, ça a été un émulateur en fait. Ça a mis de l'énergie sociale en fait dans tout ça. Et puis du coup, autour de nous, il y a bien sûr des réseaux d'artistes, de DJ, de producteurs, que d'ailleurs on met à l'honneur en fait sur notre radio parce qu'on est une web radio hébergée à l'énergie solaire que je vous invite à écouter, qui s'appelle radio3s.org et qui H24 hébergé donc à l'énergie solaire. Et alors comment on héberge, parce que non mais tu vois ce sujet-là, moi donc je produis ce podcast est hébergé et en fait quand je pose la question à mon hébergeur où sont les serveurs machin, en fait c'est un peu la cata. Ouais. Nous on a depuis très très longtemps on héberge nos sites à l'énergie solaire, notamment avec des hébergeurs qui sont basés en Suisse, mais ils ne sont pas les seuls à le faire. Pourquoi ? Parce que l'impact du numérique, ça fait un moment qu'on en parle, hein, même si c'est un sujet très très à la mode ces 2-3 dernières années. On a donc décidé il y a très longtemps d'essayer de limiter nos impacts numériques et même d'être proactif. C'est un petit peu plus cher de faire héberger son site avec un hébergeur clean. Mais bon, moi je trouve que c'est pas là qu'on doit faire des économies. Les économies, on va les faire ailleurs, sur d'autres trucs, dans l'année. Il y a pas de... Oui, donc, et puis je crois qu'en fait, à un moment donné, si tu veux, c'est aussi des choix, en fait, à un moment donné. Les personnes qui ont les moyens de financer cette transition, si tu veux, s'ils le font pas, c'est qu'il y a un souci. Enfin, tu vois, c'est ce truc aussi de savoir où est-ce que tu veux mettre ton argent. Quoi. Moins mais mieux. Moins mais mieux. Voilà. Ouais. Moins de quantité, plus de qualité. Tu m'enverras peut-être le lien de cet hébergeur en Suisse parce que c'est tout simplement Horus et vous pouvez le trouver sur tous nos sites. Il y a des liens, etc. Et d'ailleurs, rebondis, mais votre livre Rétrofutur, la préface a été réalisée par Bertrand Piccard qui a fait justement ce Solar Impulse en fait. C'est ça, il a fait le premier tour du monde avec un avion solaire. Ouais, que j'ai d'ailleurs eu le plaisir de recevoir dans le podcast dans un précédent épisode. Je vous mettrai les liens dans les notes là, mais c'est ça, c'est aussi une communauté de pionniers et puis nous on aime bien l'histoire des pionniers parce que Rétrofutur c'est plein de pionniers à l'intérieur et c'est ce que dit Bertrand Piccard à un moment donné dans la préface, c'est que son grand-père lui parlait de ça déjà à l'époque en fait, de l'énergie solaire, etc. Donc effectivement, il faut oser et il faut aller sur ces énergies renouvelables, sur la transition écologique. De toute façon, je crois que si on ne le fait pas d'une manière décidée, ce sera imposé sous la contrainte. Donc, il y a plein de gens qui se posent plein de questions et puis nous, on aide les gens à y répondre et à trouver les réponses. C'est-à-dire qu'on anime aussi des groupes de travail, on aide des collectivités, on aide des groupes de penseurs à monter en compétence, parce que c'est ça, il faut qu'on monte en compétence collectivement sur plein de sujets. Et puis il faut aussi qu'on accepte en fait que pour l'instant on sait pas tout, qu'on fait pas tout bien, mais qu'en fait on a quand même cette conscience et qu'on a envie d'aller vers un truc où on va s'améliorer un peu tous les jours, tu vois, et puis sans culpabiliser, avoir envie de se flinguer en disant la tâche est tellement grande qu'en fait du coup je fais rien parce que tu vois, t'es découragé avant d'avoir commencé à faire un truc. Puis on est tous à des stades complètement différents aussi d'avancement dans ces questions-là. Ça met du temps en fait. On passe pas du jour au lendemain du tout au tout et c'est progressif. Tu vois, je trouve qu'en fait finalement notre rapport aux objets, quel qu'il soit, électronique ou pas, il en dit long sur notre rapport au monde, quoi. Je prends un super plaisir à pousser la durée de vie de certains objets, comme le pull que j'ai sur moi là aujourd'hui, qui est un truc fabriqué en France, etc., que j'ai même fait réparer. J'ai un blouson de ski aussi que j'ai fait réparer, ça fait des années que je l'ai. Je crois que j'ai un vélo, ça fait 30 ou 40 ans que je l'ai. Parce que tu as un rapport émotionnel en fait avec. Ouais, puis je sais pas, j'ai pas besoin d'aller courir sur des machins et des bidules. Je trouve que la vie, elle est plus riche dans le vivant en fait et dans les échanges qu'on a avec les gens et plutôt que dans le cumul de trucs et de bidules. Donc c'est là qu'est le beau en fait, c'est aussi dans une forme de désintoxication des objets, des espèces de trucs d'emprisonnement qu'on a, de s'entourer de trucs beaux, soi-disant. On reçoit plein de feedbacks en fait qui sont bons, mais parce que je crois que ce qu'on envoie c'est aussi pas mal, quoi. Donc voilà. C'est de l'amour quoi aussi que. Il y a un peu de ça, ouais. Non mais c'est vachement. Qui sont les gens un peu qui t'inspirent ? Je crois que les féministes m'inspirent énormément parce que
on parle beaucoup de choses très éloignées, et puis au sein de notre propre société, tous les jours, en fait, il y a encore des féminicides de manière assez incroyable. Et là, c'est un dysfonctionnement, mais vraiment central de l'équilibre, de la parité, du système, voilà. Et donc, on voit bien à quel point, en fait, il y a une inertie qui est forte, etc. Je reprends des propos qui ne sont pas les miens, mais quand tu résous le féminisme, derrière, en cascade, tu résous plein de trucs. Ouais, mais c'est un peu ce que j'allais dire, c'est finalement... tout est un peu lié, quoi. Et l'écologie, derrière, elle est pas très loin, en fait, je trouve. La façon dont on a traité la planète. Elle est même très, très proche, ouais. Donc, je crois que ces combats-là, aujourd'hui, je trouve qu'ils peuvent être, par effet domino, générer derrière beaucoup de choses très, très positives, ouais. Et une personne à laquelle tu aimerais passer le relais, là, dans ce podcast ? J'aurais envie de passer la parole justement, je te parlais de Jean et Victor, ces 2 designers qui passent leur diplôme là cette année. Ils sont talentueux, ils sont hyper investis, on est très proches dans les valeurs qu'on partage, et je trouve cette énergie-là qu'on voit aujourd'hui qui est ultra positive, qui moi me fout la pêche tous les jours. Voilà, j'aimerais bien les entendre. Super. Et alors, comment on peut t'aider, participer, tu vois, si à la suite de cette conversation, on a envie de... je sais pas, vous donner un coup de main ou alors partager des infos. Alors, il y a une façon qui est très simple, c'est d'aller sur nos réseaux sociaux. Alors, ils sont tentaculaires parce qu'on a Atelier 21. Et puis après, derrière, il y a la radio solaire, il y a le sound system avec toutes ces antennes, parce qu'on a une antenne à Hong Kong, à Berlin, etc. On a le projet Genbox, qui a aussi un certain nombre de réseaux sociaux. Donc déjà, vous pouvez aller suivre un peu ces projets-là. Et pour Regenbox, par exemple, je crois pas que tu avais reposé la question, mais est-ce que du coup, donc cette petite machine qui pour justement recharger, mais donc ça, on le fait tout seul, on peut pas, ça se construit. Pour l'instant, elle est à construire soi-même. D'accord. Mais il y a un projet de pouvoir l'acheter. On travaille déjà sur une version grand public. Là, on est déjà en train de changer d'échelle en fait avec ce projet. C'est super. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous.